L'enlèvement de 2 touristes français en vacances dans le parc national de la Pendjari, dans le nord du Bénin. Leur guide béninois a été retrouvé mort. Visite de la chancelière allemande Angela Merkel au Niger. C'est la 2e fois qu'elle se rend dans le pays en l'espace de 3 ans. Puis en Libye, les migrants se réfugient dans la prière pour fuir le chaos. Chrétiens et musulmans investissent l'église catholique de Tripoli pour recevoir du réconfort. La Pendjari, d'une superficie de 4700 km², est l'une des 3 parcs de l'ensemble WAP, entendez parc du W, Arli et Pendjari, qui s'étend sur le Bénin, le Burkina Faso et le Niger. Au sein du ministère des Affaires étrangères à Paris, une source a confirmé que 2 touristes français ainsi que leur guide béninois qui visitaient le parc de la Pendjari n'ont pas regagné leur hôtel où ils étaient attendus mercredi soir. Ils sont recherchés activement avec le soutien des autorités béninoises, a précisé cette source. Une source au sein de African Park, l'ONG en charge de la gestion de la Pendjari, a également confirmé cette disparition inquiétante, affirmant qu'il était trop tôt pour parler d'enlèvement. Le Bénin est considéré comme un îlot de stabilité en Afrique de l'Ouest, une région mouvementée où opèrent de nombreux groupes djihadistes liés à Al-Qaïda et à l'État islamique. Mais le chaos qui règne depuis 2012 au Mali s'est propagé depuis environ 3 ans au Burkina Faso, confronté à une multiplication des attaques djihadistes sur son territoire. Ces derniers mois, plusieurs experts et sources sécuritaires ont mis en garde contre le fait que le nord des pays côtiers de l'Atlantique, comme le Togo et le Bénin, soit vulnérable face à la stratégie d'expansion et de multiplication des fronts adoptée par les groupes armés. Contrairement aux déclarations des autorités de la police républicaine et du ministre de l'Intérieur, il n'y avait aucun attroupement en dehors des curieux, debout de l'autre côté de l'artère principale, suivant tout médusé la scène qui se déroulait sous leurs yeux. Aucune manifestation de l'opposition n'était prévue à cette date. Une fois encore, comme par le passé, ces allégations des autorités policières se révèlent mensongères. Par ailleurs, aux environs de 22 heures, le même jour, plusieurs détachements de l'armée ont été déployés en renfort. Profitant d'une coupure fantaisiste, certainement provoquée d'électricité dans les environs, les militaires ont tiré à balles réelles sur la foule amassée devant le portail de la résidence de l'ancien président de la République. De mercredi à jeudi, la répression des manifestants à main nue a occasionné 7 morts dans les rangs des populations. Les forces de l'opposition condamnent avec fermeté ces actes de barbarie et dénoncent l'usage d'armes à feu sur des populations civiles non armées. Elles dénoncent les assassinats de nos concitoyens et les graves dérives autoritaires qui ont eu lieu dans notre pays durant ces 48 heures. Les forces de l'opposition appelle le peuple à se tenir prêt pour manifester jusqu'au retour effectif de l'état de droit et à la mise en place d'un processus électoral inclusif débouchant sur un parlement représentant effectivement le peuple. Un chauffeur de camion a affirmé que la grève des agents de transport de carburant à Radès n'a pas été suspendue.
L'accord signé hier soir ne nous représente pas, a-t-il déclaré à Radio Chem FM, ajoutant que la plupart des travailleurs du secteur n'ont pas rejoint leur travail. Les travailleurs du secteur des hydrocarbures demandent à classer leur profession sur la liste des métiers de transport de matières dangereuses. La Fédération générale des travailleurs a annoncé l'entrée de tous les travailleurs des entreprises de transport de marchandises et de carburant par les routes dans une nouvelle grève les 2, 3 et 4 mai prochains sur tout le territoire du pays. Dans un avis envoyé au ministère de l'Intérieur, de l'Industrie, des Affaires sociales, des Transports, de l'Union, de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, l'Inspection générale du travail et de tous les gouvernorats, la Fédération sous tutelle de l'UGTT a annoncé vendredi 19 avril que ce mouvement intervient pour demander la signature de l'amendement annexe du secteur du transport des marchandises et la classification des matières dangereuses et du carburant. Elle a souligné que les chambres syndicales du secteur des transports, de marchandises et du carburant et les routes n'ont pas appliqué les dispositions de l'augmentation des salaires au titre de 2018 et 2019, ni procédé au classement des matières dangereuses et du carburant. Sous un soleil ardent, les manifestants soudanais ont pris part à la prière du vendredi devant le quartier général de l'armée à Khartoum. Quelques jours avant le démarrage du mois de jeûne musulman, beaucoup se préparent à continuer le sit-in pendant la période. Cela m'est égal de jeûner. C'est comme un signe d'honneur pour nous de pouvoir montrer notre engagement. Jeûner près du QG de l'armée, dans la chaleur, est la moindre des choses que nous pouvons faire pour obtenir ce que l'on veut. Nous restons pendant le Ramadan, après le Ramadan et jusqu'à l'Aïd el-Adha. Le sit-in ne sera pas rompu. Déterminés à aller jusqu'au bout, les manifestants entendent fléchir si et seulement si les militaires remettent le pouvoir à un gouvernement civil. Nous avons coupé la tête et une partie du corps est toujours là et tient la tête du président. Je suis ici tous les jours et je resterai jusqu'à ce qu'un gouvernement civil soit formé. Pour l'heure, le Conseil militaire de transition qui a pris le pouvoir le 11 avril, après 30 ans de règne du président Omar el-Béchir, a refusé de le céder à une administration civile. Cette annonce intervient après 2 jours de discussion entre représentants du président Salva Kiir et de son rival Riek Machar. Il s'agit de la 3e tentative de faire travailler ensemble Salva Kiir et Riek Machar, dont la sanglante rivalité a déclenché en décembre 2013 une terrible guerre civile qui a fait plus de 380 000 morts et poussé plus de 4 millions de Sud-Soudanais, soit près d'un tiers de la population, à quitter leur foyer. Le camp de Machar avait demandé ce délai de 6 mois car il estime que les conditions de la sécurité du chef rebelle pour son retour à Djouba, capitale du Soudan du Sud, en tant que vice-président, ne sont pas réunies. Riek Machar, qui réside actuellement à Khartoum, a quelques raisons de se méfier. En 2016, il avait dû fuir Djouba sous des tirs de l'armée de Salva Kiir après l'échec d'un précédent accord de paix qui avait entraîné de violents affrontements entre leurs forces. D'autres questions cruciales comme la formation d'une armée unifiée entre les 2 factions qui ont dévasté au cours de leurs affrontements armés le tout jeune pays devenu indépendant en 2011 doivent être encore réglées. Depuis la signature de l'accord de paix, les combats ont largement baissé en intensité mais n'ont pas complètement cessé. Nous savons que les combats se sont arrêtés parce que les dirigeants le voulaient. Nous savons aussi que s'ils reprennent contre la volonté du peuple, ce sera parce que ces mêmes dirigeants l'ont ordonné, a déclaré jeudi l'émissaire de l'ONU, David Scherer. En visite au Niger, la chancelière allemande Angela Merkel s'est rendue à la Maison de l'Espoir, un centre d'accueil pour les femmes et enfants victimes de violences familiales d'une capacité de 12 lits en construction grâce aux bonnes œuvres de la chancelière qui a rétrocédé à l'ONG SOS Femmes et enfants victimes de violences familiales son prix international pour l'égalité du genre, initié par le gouvernement finlandais et décerné
en 2017. C'est une consécration pour l'ONG qui voit ses efforts récompensés après plus de 20 ans de lutte contre les violences. Notre action n'est pas restée vaine. Notre lutte n'est pas restée vaine. Parce que nous venons d'accueillir la femme la plus puissante du monde, Dr Angela Merkel, qui a toujours œuvré pour la défense des droits humains de par le monde. Depuis sa création, l'ONG Femmes et Enfants Victimes de Violences Familiales a appuyé plus de 1500 survivantes ici au Niger, dont des femmes victimes de violences physiques, de violences psychologiques, de violences sexuelles, le harcèlement sexuel et le viol, et des femmes victimes d'abandon. Ça sera un centre multifonctionnel au sein duquel s'offriront tous les services, la prise en charge sanitaire, la prise en charge psychologique, la prise en charge juridique et la réinsertion socio-économique à travers des activités génératrices de revenus. Il y aura même un petit atelier d'apprentissage aux survivantes. La chancelière a choisi parmi plusieurs ONG de rétrocéder son prix à SOS Femmes et Enfants Victimes de Violences Familiales du Niger, car selon ses propres mots à l'époque, c'est une lumière d'espoir pour les femmes et les filles affectées par la violence au Niger. La révision porte au total sur au moins 22 articles de la Constitution établissant un nouvel équilibre entre les pouvoirs et renforçant le caractère présidentiel du régime sénégalais. Parmi les innovations, le président de la République ne pourra plus dissoudre l'Assemblée nationale, laquelle ne pourra plus déposer une motion de censure pour renverser le gouvernement. Autre changement, un député nommé ministre pourra retrouver son mandat à l'Assemblée s'il est limogé du gouvernement. Ce projet de révision de la Constitution avait été adopté le 17 avril par le gouvernement. L'Assemblée nationale est largement contrôlée par la majorité présidentielle menée par l'Alliance pour la République APR, la formation du président Macky Sall. Les principaux partis d'opposition s'opposent à cette révision constitutionnelle. Le Parti démocratique sénégalais PDS de l'ex-président Abdoulaye Wade l'a qualifié de sans intérêt, notant dans un communiqué que cette réforme a été volontairement dissimulée pendant la campagne électorale. De fait, Macky Sall n'avait pas évoqué cette révision constitutionnelle pendant sa campagne et il a surpris les Sénégalais en l'annonçant le 6 avril, 4 jours après avoir prêté serment pour un second mandat. Ces 4 rivaux malheureux à la présidentielle du 24 février, l'ex-premier ministre Idrissa Seck, le député Ousmane Sonko, l'ancien ministre Madické Niang et l'universitaire Ibrahima Sall ont aussi dénoncé cette réforme. Ils réprouvent le fait que des modifications aussi substantielles de la Constitution aient été initiées en l'absence de toute forme de concertation selon un communiqué commun. Plusieurs organisations de la société civile ont appelé à des manifestations pacifiques devant l'Assemblée nationale située dans le centre-ville de Dakar où toute manifestation est interdite en vertu d'un arrêté ministériel datant de 2011. L'Église catholique de Tripoli ne désemplit pas par temps d'accalmie. Elle est envahie par des migrants, chrétiens comme musulmans, venus chercher le réconfort dans la prière. Quand je suis arrivé, on m'a dit que l'ONU aidait les gens, mais je n'ai reçu aucune aide, même si je m'étais enregistré. Une Soudanaise m'a dit qu'une église aidait les gens. Quand je suis arrivé à l'église, ils m'ont accueilli et ils m'ont aidé. Honnêtement, je n'ai trouvé aucun autre endroit en Libye qui m'a traité de la façon dont l'église m'a traité. Parfois, quand il y a des combats, particulièrement à la périphérie de Tripoli, beaucoup n'arrivent pas à venir car beaucoup d'Africains habitent autour de la ville elle-même. C'était calme aujourd'hui, donc l'église est remplie avec toute la communauté. En plus de se rapprocher de Dieu, les migrants reçoivent ici assistance, aide et vivres offerts par les habitants de la ville.